interdiction par le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, sa décision de Christian Bossembe interdisant de parler de Joseph Kabila à travers les médias. Nous analysons les sujets, mais nous ne parlons pas de lui, nous parlons de cette décision. Alors, autre sujet d'actualité, c'est l'élection de la République démocratique du Congo comme membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. C'était donc hier que la République démocratique du Congo a été élue membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Ce n'est pas une première fois, je crois que c'est la troisième fois, parce que vers les années 80 également, la RDC a été élu membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Quels en sont les avantages? Est-ce que ça permettra à la République démocratique du Congo de porter la voix internationale, surtout du point de vue sécuritaire? Nous allons en parler avec nos invités. Puis l'audition du ministre de la Justice, Constant Moutamba, la première édition, c'était donc hier. Notre rendez-vous est prévu pour vendredi. Vous aurez des analyses et commentaires de nos invités à ces sujets. Et puis hier, au cours d'un briefing presse co-animé avec le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, le porte-parole de l'armée, le général Sylvain Ekenge, a dénoncé l'ethnisation des affaires militaires et a balayé le rumeur des prétendues arrestations des officiers de l'espace swahilophone. Le général Sylvain Ekenge parle d'un faux débat. C'était donc hier lors du briefing hebdomadaire de la presse. Alors, nous allons aborder ce sujet à travers le débat commentaire avec deux invités. Patrick Mbala est face à Mathieu Takizala. Patrick Mbala est déjà avec nous ici. Patrick Mbala, bonjour, bienvenue. Bonjour, madame. Alors, le premier sujet qui a trait aux médias avec cette interdiction, en tout cas, le CESAC, nous devons faire attention, hein. Nous ne parlons pas de Kabila, mais nous analysons la décision même du président du CESAC. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision? Merci d'abord pour l'invitation. J'en profite pour saluer les milliers des téléspectateurs qui nous suivent à pareil moment. Personnellement, nous avons salué cette décision parce que c'est normal. Il ne faudrait pas qu'on oublie que nous sommes en pleine guerre. Ce n'est pas dans une période de paix. Nous sommes en pleine guerre. Les ennemis sont déjà déterminés. Les ennemis, ce sont d'eux-mêmes, les ennemis de la République, manifestés, parce que les plus dangereux de nos ennemis, ce sont nos propres compatriotes. Face à cette situation, il ne faudrait pas chercher à envenimer la situation. C'est pourquoi le président du CESAC s'est dit qu'il faudrait normalement réglementer la communication et l'information dans le sens où il faut asseoir le patriotisme dans cette période qui est dure, qui est tellement rude pour la République. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que tout le monde est devenu journaliste, tout le monde est devenu communicologue, chacun peut avoir un téléphone, inventer une information. C'est plus les fake news qui sont à la une. On a frappé bien sûr, parce que c'est la base aussi juridique qui l'a aidé, c'est la décision du ministre de l'Intérieur qui avait interdit, qui a suspendu d'abord les activités jusqu'à nouvel ordre du PPRD, étant donné que son patron et certains de ses membres sont impliqués dans l'Holocauste que les Congolais sont en train de vivre à l'Est. C'était tout à fait normal et responsable. En tant que gestionnaire de cette filière de la communication et de l'information, de pouvoir orienter les choses pour que les Congolais aient la bonne et la vraie information. Parce qu'on a la bonne et la vraie information, on sait savoir comment se défendre face à l'ennemi. Vous savez déjà les discours distillés plutôt dans la population, c'est fait de pouvoir diviser les Congolais. Vous avez suivi le discours de Joseph Kabila pour parler de la zone swahiliphone, des swahiliphones qui sont marginalisés. Ce sont des stigmates qui détruisent. Ça a été démenti hier avec le porte-parole. Nous avons suivi le discours en direct. Il y avait de la stigmatisation dans sa propre bouche. C'est pourquoi elle a choisi la zone Est pour aller s'installer là où il y a des crimes qui ont été créés par eux-mêmes. Donc, comme on dit que le criminel retourne toujours au lieu du crime. Et
c'est là qu'on veut chercher à diviser. Parce que dans son discours, parce qu'on va aborder ça avec le général Ekenge, il a parlé de cette stigmatisation qui est venue du discours de Joseph Kabila, où il a fait allusion au Swahiliphone, où il a touché. Quand il parle des Swahiliphones, c'est dire d'office, il veut diviser le peuple congolais contre les 3 autres zones linguistiques. Vous comprenez? C'est un danger. Alors il faut redresser cette communication, cette information. D'autre part, il s'adresse aux généraux, aux officiers supérieurs de l'armée. Vous comprenez? Pour déchirer cette armée, c'est pourquoi le général Ekenge est venu remettre de l'ordre pour donner la vraie information. Parlons même de cet aspect swahiliphone et autres. Là. Nous savons que le Congo a 4 zones linguistiques, c'est tout à fait normal. La zone Luba, la zone Congo, Lingala et Swahili. Mais ces 4 langues ne sont pas des langues régionales. Ces 4 langues sont reconnues comme des langues nationales, c'est-à-dire, moi je peux être Mswahili, je parle Lingala, vous comprenez un peu, vous n'allez pas me stigmatiser si je suis un Mungala, je parle Swahili, vous n'allez pas me stigmatiser pour dire parce que je parle Swahili, je deviens Mswahili. Vous comprenez un peu ça. Donc c'est un faux débat, c'est pourquoi ça demande à ce que les instances supérieures, pas seulement le CESAC qui réglemente bien sûr, mais que ça soit une responsabilité collective. Une responsabilité collective, c'est-à-dire un Luba peut parler Swahili, un Luba peut parler Lingala, il peut parler Kikongo, il peut parler Chiluba, parce qu'on trouve des Lubas qui ne savent même pas parler Chiluba, qui sont grandi dans le Katanga, qui sont nés grandis à l'est de la République, qui ne parlent que Swahili. Vous n'allez pas les stigmatiser. Vous voyez un peu ces choses-là. Il faut lutter, il faut lutter. Mais ça suffit pas. Il faudra aussi qu'il y ait un œil regardant dans tous les médias. Parce que, surtout le monde numérique aujourd'hui, difficile à être contrôlé, surtout dans les réseaux sociaux. N'importe qui peut véhiculer n'importe quoi. Quelqu'un qui prend une vieille image qui vient balancer aujourd'hui, quelqu'un qui va prendre une image d'ailleurs, à travers le monde, il vient coller ça comme si c'était un fait qui s'était passé en République démocratique du Congo. On a vu ça très récemment ici. On prend des images, c'était passé au Kenya, quelque chose comme ça. On amène ici, parce qu'on y parle aussi Swahili, on balance ça dans les réseaux sociaux pour faire voir comment Botalande Balou Baba Oboma, Swahili. Ça veut faire un peu un buzz. Maintenant, comment contrôler, réglementer le monde numérique qui est compliqué aujourd'hui pour arrêter cela? Moi, je pense qu'il faudrait des grandes émissions par rapport à cela dans tous les médias, une ligne éditoriale bien assise des guerres, parce que j'ai toujours décrié ça depuis que la guerre a commencé, bien nous sommes envahis, mais le Congo manque ce que nous appelons la communication de guerre. Il y a un vide de communication de guerre. Il y a une communication classique, c'est que les gens prennent à l'IFASIC et tout ça, c'est une communication classique. Mais pendant la guerre, il y a une communication appropriée à la guerre. Alors, si je comprends bien, n'est pas parler de lui, ça va changer quelque chose. Les gens vont peut-être l'oublier, les gens ne vont pas peut-être se concentrer sur ce qu'il dit ou comment. Pas seulement ça. Le problème est qu'aujourd'hui, la réalité est que je l'ai dit la fois passée, Kabila a réussi à nous dévier du vrai débat. Le vrai débat, c'est le criminel qui est recherché par la justice. Est-ce que dire aujourd'hui n'est pas parler rend encore plus célèbre? Ne rend-il pas encore plus célèbre? Vous savez, parce que quand on interdit quelque chose, on cherche à fouiller encore là dessus. Quelqu'un qui vous taquine et que vous l'ignorez, il s'affaiblit. Mais quand quelqu'un fait un truc, même un enfant qui fait quelque chose à la maison, vous vous intéressez, il s'entête. Mais quand vous faites semblant, il se sent, banalisé. Qu'on laisse la justice faire son travail, qu'on se concentre sur la manière dont il doit comparaître devant les instances judiciaires. C'est sur ça que nous on doit se concentrer. Nous aimerions que l'auditeur général lance rapidement un mandat de comparution, qu'on voit là-dessus. Je crois que c'est ça le débat. C'est ça le débat. On nous amène dans un truc d'un monsieur qui n'a ni qualité. Mais même si on lançait ces mandats d'arrestation, les gens vont même parler de ça. Les gens voudront connaître qu'est-ce qui se passe, où en sommes-nous avec cette affaire. Non, savoir, ce n'est pas mauvais. Savoir, on va le savoir toujours. Sans citer son nom. Mais que ça ne soit pas la matière républicaine. Que ce ne soit pas notre lot quotidien, parlant de quelqu'un, un repris de justice. Non. Parlons de nos routes qui nous dérangent. Parlons de la malaria qui bat à son plein. Parlons de la famine au Congo. Parlons de l'insécurité. Pas parler des individus. On ne doit pas calquer la République sur des individus et qui ont meurtri ce pays. On va faire la gloire des criminels. Non. Moi, je pense qu'on va entrer dans un vrai débat. L'auditeur général nous explique comment est-ce que
on va lancer le mandat de comparution. Plan A, plan B, plan C. On peut lancer le mandat de comparution. Le monsieur refuse. Qu'est-ce qu'il y aura? Qu'on apprenne ça de manière pédagogique. On va dire le monsieur sans citer son nom. Ouais? On va dire le monsieur. Le criminel. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Sans citer son nom. Comment est-ce qu'on peut désactiver son passeport diplomatique pour qu'il ne sache pas circuler dans tous ces États? Comment est-ce qu'on peut faire pour l'extrader s'il fuit dans un autre pays? Vous comprenez un peu tout? C'est ça, on peut parler de ça. Mais il n'est pas seul, mais c'est avec toute cette bande. Avec toute cette bande. Mais comment on va se comporter par rapport... Moi, je salue en passant les jeunes de Goma. Vous avez vu ce qu'ils ont fait hier à Goma? Tel que son Excellence Mwindo Zang avait lancé pour dire que ces messieurs-là n'aient pas de sommet à Goma. C'était chaud à Goma. Les jeunes ont bravé la peur. Ils sont entrés dans les rues. Ils ont barricadé leur route. Et ces Rwandais ont eu chaud hier pour gérer cette situation. Donc, on doit se prendre en charge. Voilà la communication qui doit passer pour tous ces jeunes qui sont là pour dire l'ennemi est dans votre maison. Qu'est-ce que vous faites d'un ennemi que vous trouvez dans votre maison? Alors, on se prend en charge. Interdire les médias, parce que ce sera les médias seulement nationaux, ce sera difficile d'interdire avec les réseaux sociaux. Ce sera vraiment difficile. Et puis, les médias internationaux vont prendre dès l'avant par rapport à les médias nationaux. Non, non, les médias internationaux... Eux, ils vont pas... Ça dépend de quel côté ils s'épanchent. On les connaît. Quel média international? On connaît. Mais l'interdiction ne touche pas. Le problème, c'est que ils vont parler de lui quand il fait quelque chose. Pas parce qu'il y a un silence. C'est pourquoi aujourd'hui, il est en train de créer des rencontres qui malheureusement de rencontres stériles, parce que nous voyons qui il reçoit. Nous voyons qu'il est en train de recevoir là-bas. Est-ce que ce sont des gens qui ont du jus à Goma? Non. Et il reçoit parmi les chefs coutumiers, il a pris là, les grands chefs sont ici à Kinshasa. Tu prends des chefs de groupement, qui ne représentent rien en termes de pouvoir coutumier. Ce sont les gens que tu rencontres. Les gros poissons sont ici. Ils rencontrent qui? Les mamans de marché. Les gens de la FEC sont ici. Donc, c'est quelqu'un qui a créé une diversion. Leurs représentants de l'autre côté. Là, pardon? Quand vous dites, par exemple, les gens de la FEC sont ici, mais il y a leurs représentants, FEC, Goma... Est-ce que les entreprises fonctionnent là-bas? Il n'y a rien. Ils vont faire quoi là-bas? Parce que la FEC, c'est le business. C'est l'argent. Il n'y a pas de banque, ils vont faire quoi là-bas? Ils sont ici. Nous sommes avec eux ici. Vous comprenez? Nous avons refusé d'être dominés par les esprits du Rwanda. Nous avons dit non. Niet. Il faut que ces gens partent un jour. Vous comprenez? On ne pouvait pas leur donner cette chance-là de pouvoir bien respirer. Vous avez vu même leur patron, plutôt le représentant de Kagame en RDC, s'insurger contre l'absence de banque. Pourquoi on en avait besoin? Ils ont imposé l'ouverture de la Cadeco. Qu'est-ce qu'il y a? Personne ne dépose. Ils sont en réelle difficulté. Mieux vaut que la douleur soit un peu dure, rude pour un temps, mais que la solution soit définitive. Est-ce que cette décision n'est pas une entrave à la liberté d'expression? Madame, nous sommes dans une situation de guerre. C'est parce que, oui, d'abord c'est une situation exceptionnelle et que vous savez que cette région est dans, qu'est-ce qu'on appelle l'état de siège, n'est-ce pas? Dans l'état de siège, il y a des restrictions. Parce qu'il fallait passer... Donc on peut prendre des décisions n'importe comment, parce qu'on ne sait pas seulement là-bas, ça ne touche pas seulement du côté de... Mais bien sûr, c'est dire quoi? Le problème est que nous devions quitter l'état de siège vers l'état de guerre. C'est là où on avait attendu le président de la République pour qu'il déclare cet état de guerre. Et dans l'état de guerre, madame, c'est la loi martiale. Il n'y a pas de prison. Vous comprenez? Il n'y a pas de prison. C'est-à-dire que ça devient très rude parce que la République est menacée. Et quand la République est menacée, là, la démocratie, vous la mettez d'abord à côté, vous devez sauver. On viole même la Constitution. Non, du moment où il y a état de guerre, les lois sont mises à côté. On doit sauver d'abord. Vous n'allez pas parler français face aux armes. Tout le monde est suspect pendant la guerre. Regardez ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe en train de frapper sérieusement. Parce que c'est un état de guerre. Nous mettons dans une posture de légitime défense dans cette situation parce que nous n'avons pas encore décrété l'état de guerre. Dans l'état de guerre, les choses deviennent très sérieuses. Et c'est l'armée qui gère presque tout.
Vous comprenez? Alors vous n'allez pas demander à un général qui n'a pas été élu, qui ne connaît rien des urnes, qui ne connaît rien de faire cela. Lui impose la force. C'est ça le sens de l'état de guerre. C'est la force seule qui parle. Patrick Mbala qui soutient la décision du CESAC par rapport à l'interdiction de diffuser d'informations sur l'ancien président Joseph Kabila. Alors est-ce que ça ne sera pas comme c'était le cas avec le M23, il y avait interdiction de parler d'eux et après on voit un communiqué sur la chaîne nationale au sujet de communiqué conjoint par rapport à parler. Non, tout ça finira pas comme ainsi. Non, tout ça c'est quoi? C'est ce que j'ai dit. Hein? De fois on peut prendre des décisions, mais la gestion, j'ai dit ça, la gestion de nos décisions. Je montrais la faiblesse où elle se trouve, c'est dans l'application. Ça, c'est le problème du Congo. L'applicabilité de nos positions a toujours posé problème. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faudrait qu'on ait des mesures d'accompagnement. Il ne suffit pas de décider. Il faudrait habiller cette décision. On l'habille comme il se doit. Et en ce moment-là, il y a des mesures d'encadrement de cette loi, on peut aboutir à des résultats. Si on n'atteint pas le 100%, qu'on soit même dans les 80-90. Vous comprenez? Parce qu'à chaque décision, il faudrait qu'à la fin, qu'on fasse une évaluation. On l'a fait avec le M23. À un certain moment, on a senti que c'était même la chaîne nationale qui faisait l'apogée de l'ennemi. Vous comprenez? Vous nous prenez un communiqué du M23 qui est resté dans les réseaux sociaux, que les gens, le commun de mortels ne savaient même pas. Vous venez l'exposer publiquement. Alors qu'il y avait une interdiction. Vous voyez, c'est vous-même, vous créez une loi que vous, et plutôt une décision que vous violez. Donc, il faut qu'il y ait des mesures d'encadrement de la plupart de nos décisions et de nos lois dans des cas exceptionnels pour faire en sorte que ces gens se sentent réellement asphyxiés. Et quand vous asphyxiez ces gens-là, ils seront faibles. Parce que c'est que les gens ignorent la communication. Parce que j'ai insisté sur l'absence de la communication de guerre en RDC. La communication précède deux fois des événements. La communication crée même de faux événements. Parce que vous voulez orienter le peuple vers une destinée X. Je prends un exemple. Les États-Unis attaquent l'Irak. On n'attaque pas l'Irak, mais on attaque Saddam Hussein. On dit qu'il développe les armes à destruction massive. Pourtant, c'était un mensonge. On a habillé ce mensonge. On l'a fait consommer dans le monde entier. Pourtant, l'objectif capital, c'était la tête de Saddam Hussein. Tout le monde s'est dit, oui, si c'est ça, le monde risque de disparaître. Tout le monde a coalisé autour des Américains pour éliminer Saddam Hussein. Et il est parti. C'est de la communication de guerre. Une arme de guerre. Oui, vous la montez. Mais chez nous, la communication est faible. Nous sommes plus dans la réplique que dans l'anticipation. Kagame a dit. Mais quand est-ce que Kagame va dire le Congo a dit? Il faut toujours anticiper. Je vous ai dit autrefois, nous on a fui la guerre. Moi je suis ici depuis janvier, on a fui la guerre. Qu'est-ce qui se passe avec ces gens? Des fois ils voulont, surtout dans les réseaux sociaux, ils sont forts sur le plan numérique, ils occupent presque tous vos groupes WhatsApp. Ils y sont. Instagram, ils sont là-bas. On vous lance une vieille vidéo, c'est pas de quel pays on montre comment est-ce qu'on est en train d'occuper un territoire. On colle en bas un texte pour dire bientôt Saké tombe. Et qu'est-ce que ça crée? La débandade. Vous voyez les populations se disperser de gauche à droite et ça permet à l'ennemi d'entrer. C'est de la communication. Mais nous, on n'est pas dans ça. La communication se crée, ça s'invente. Vous asseyez la communication de guerre. Admettons que vous dites, communication, les commandos congolais sont déjà à Kigali autour de la résidence de Kagame. Mais vous allez créer déjà des troubles là-bas. Vous n'y êtes pas. Ça, c'est de la communication. Une bonne communication, pas celle qui rend célèbre, celle qui rend célèbre quelqu'un. Non, ça aide à l'armée. Vous voyez la force. L'armée repose sur cette communication, l'armée repose sur le renseignement, et l'armée repose sur la tactique. C'est ça, la guerre. Mais nous, on se repose plus sur les armes sophistiquées. Mais la force du renseignement, vous voyez? La communication. Il y a un point de presse, on vient répondre à Kagame. Non! On peut terroriser. Je vous donne un exemple. Effet escarmouche. Lisez sur mes lèvres.
le président de la République. Je crois que c'était le 18 décembre. La moindre escarmouche. Moindre escarmouche. Mais le Rwanda bousculé. Le Rwanda avait paniqué. Kagame est sorti de sa carapace pour dire Tshisekedi c'est un homme imprévisible. Il peut. Kagame a eu peur. Il a alerté le monde sur un prochain génocide au Rwanda. Parce que le président Tshisekedi a dit on va frapper le Rwanda à partir de Goma. Nous avons des armes à longue portée. C'était de la communication. Le Rwanda était en panique. Mais est-ce qu'on a habillé cette communication? Et après, j'allais dire. C'est ce que je dis. Les mesures d'encadrement, d'application, d'accompagnement et de concrétisation. La faiblesse du Congo réside là-bas. La communication. La guerre, vous pouvez battre votre ennemi avec ses propres armes. Mais il faut le faire. Alors, vous avez dit c'est pour affaiblir l'ancien président, mais aujourd'hui, est-ce que... Non, non, c'est pas affaiblir, il est déjà faible. Quand quelqu'un n'a plus d'humilité... L'affaiblir davantage. Non, c'est l'ignorer, l'oublier. L'ignorer. Il appartient au passé. Il appartient au passé. Et c'est lui qui est derrière le M23. Il y a des discussions avec le M23. Et après, on va lever cette décision? Non, c'est dire quoi? Il vient de vous dire ouvertement que je suis le patron. Je viens moi-même gérer mes poulains. Madame, posez-vous la question. Nous sommes à Goma 2012. Goma tombe, le 23. À Goma. Savez-vous comment ces gens sont partis? Il a fallu le tripartite. Kagame, Museveni, Kabila. Et le lendemain, les M23 se sont retirés. Ça, les gens l'ignorent. Qu'est-ce qui s'était dit? Ces gens sont partis. Ok? C'était des ennemis. Ces gens reviennent avec Mamadou et le général Baouma. On défait le M23. Nous parvenons à défaire le M23. En tant que gouvernement et État puissant, on nous oblige, bien qu'on est victorieux, à nous asseoir autour d'une table avec les défaitistes, ceux qui sont en défaite, ceux qui sont battus. Et qu'est-ce qu'il y a eu comme compensation? Pas les négociations, vous perdez, vous gagnez. Le Congo n'a fait qu'obéir aux ordres du M23 battu. Amnistie, intégration, des trucs comme ça. Et le Congo a eu quoi? On va dire le Congo a eu la paix. Non, le Congo avait déjà imposé la paix en frappant. C'est un élément de suspicion. Mais comment ceux-là que vous avez battus, parmi lesquels vous avez radié dans l'armée, ce sont ceux-là qui vous accueillent en arrivant à Goma avec pompe. Ce sont ceux-là qui vous sécurisent et qui vous accompagnent pour vous installer. Qu'allez-vous comprendre? Donc, il est venu vous dire maintenant, je suis dénudé, il n'y a plus de secret, tout est connu que c'est moi. Je suis là le patron. C'était Adoa, c'est lui. Soit il ira à Doha lui-même représenter son mouvement, soit il va déléguer parce qu'il aura un problème de passeport diplomatique, ou soit il sera déjà en prison, il ne saura pas le représenter, son mouvement. La réalité aujourd'hui, elle ne se cache pas. La vérité reste têtue comme l'histoire. Merci Patrick Bala. Alors, le deuxième sujet, dans l'attente de Mathieu Takizala, qui doit nous rejoindre dans ce plateau du kiosque, l'élection de la République démocratique du Congo comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Quels en sont les avantages? Ce n'est pas la première fois. Hein. Dans les années 80 également, nous avons été élus comme membres. Alors, est-ce qu'on peut parler de la victoire diplomatique? Quels en sont les avantages? D'abord, je commence par féliciter le gouvernement. Ce n'est pas un cadeau, c'est un combat. Il faut convaincre les États africains, surtout ceux de la CEAC, à pouvoir porter votre candidature. Quand tout le monde, à l'unanimité, accepte de vous accompagner, c'est une marque de sérieux, une marque de considération. Et pour que vous ayez cette marque de sérieux et cette marque de considération, ça tient compte de votre posture et de la manière dont le Congo s'affiche à l'extérieur. Il ne faut pas oublier que le Congo a fait longtemps
dans l'isoloir de la politique internationale. Nous étions mis à côté. Et alors aujourd'hui, on a remis le Congo sur la scène internationale. Aujourd'hui, partout où on va parler du monde, le Congo est présent. Présent dans toutes les assises. Et vous allez trouver le Congo être représenté un peu partout. Si ce n'est pas une présidence, c'est une vice-présidence, quelque part dans le secrétariat, nous nous retrouvons. Avant, nous étions absents parce que c'est le Rwanda qui nous représentait partout. Même dans les débats de questions minières. C'était le Rwanda. Maintenant, le Congo est en train d'avoir du poil. Ça lui permet de s'afficher. J'ai dit encore félicitations. C'est une chose, comme je l'ai dit avant, mais les mesures d'encadrement, d'accompagnement et de concrétisation. Pour qu'il y ait de réactions. Oui, nous avons besoin de résultats. Le monde est assis aujourd'hui sur ce qu'on appelle le GAR, la gestion axée sur les résultats. Utiliser n'importe quoi, n'importe quel moyen pourvu qu'on arrive à des résultats escomptés. Que ça ne soit pas une élévation honorifique, non. Que ça soit une élévation productive. Être dans le Conseil de sécurité, être vice-président de l'Assemblée générale au mois de septembre, ce n'est pas une messe. C'est un produit d'un combat. Surtout avec la dame Kaikwamba qui s'y bat, vous sentez. Celle qui est au four et au moulin, on a pu arracher ces deux postes-là. À nous, avantage, c'est dire nous sommes proches, parce qu'il faut dire aux gens que les Nations Unies ont 6 organes. Vous avez l'Assemblée générale, vous avez le Conseil de sécurité, vous avez le Conseil économique et social, vous avez le Conseil des tutelles, aujourd'hui qui n'a plus de rôle, parce que le Conseil de tutelle permettait de gérer les États qui étaient sous tutelle. Parce qu'après des guerres, il y a plusieurs États fragiles qui étaient directement gérés par l'ONU. C'est grâce au Conseil de tutelle. Et enfin, non pas enfin, cinquièmement, vous avez la Cour internationale de justice, CIJ, et vous avez le secrétariat, où vous trouvez le secrétaire général des Nations Unies. Maintenant, au niveau du Conseil de sécurité, le Conseil de sécurité siège sur les décisions importantes du monde en matière de sécurité et de paix. Ça fait que, étant donné que vous vous retrouvez dans ce débat mondial à 15, je pense que c'est une opportunité pour nous. C'est pourquoi j'insiste sur notre attitude. Il ne suffit pas d'être élu, mais il faut par contre capitaliser cela par rapport aux problèmes que nous avons. Et la voix que le Congo est en train de porter, il faut souligner ça, ce n'est pas seulement la voix du Congo, c'est la voix de l'Afrique. Parce que le Congo se retrouve avec les Libériens dans le Conseil de sécurité. Donc c'est pour porter la voix de l'Afrique. Mais en portant la voix de l'Afrique, c'est y compris la voix du Congo. Parce que ce qui s'est fait en diplomatie, tout n'est pas ouvert. Il y a la diplomatie des coulisses, la diplomatie des couloirs. C'est là qu'on peut commencer à titiller les autres pour porter plus haut la situation du Congo. Mais on a vu la ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, qui vous êtes en train de louer la bravoure. Hein? On l'a vu maintes fois à la tribune des Nations Unies, mais sur le terrain, rien ne change. Il a haussé la voix plusieurs fois. Hein, au Conseil de sécurité de l'ONU, on a même applaudi, mais ça ne bouge pas à l'Est. Est-ce que cette fois-ci, c'est la meilleure ou Non, pas dire que ça ne bouge pas. Non, quand je dis que ça ne bouge pas, c'est-à-dire que les partis occupés sont toujours occupés. Non. Le problème est que le mal est tellement profond. Oui. Hein? Quelqu'un frappé d'une pathologie, ça vient facilement. Mais pour que la maladie parte, il faut que la cure aussi se termine. C'est à la fin de la cure, on va se dire si la cure était bonne, la médication était bonne ou pas. Donc vous comprenez. Mais à l'allure où nous sentons que nous allons vers des résultats. Bien que ça fait mal, j'ai dit, ça fait mal. Nous serrons la ceinture face à cette question. Parce que quand vous êtes à Goma, en tout cas, on vous dit, pour nous, mieux vaut cette douleur pour une conclusion définitive, une paix définitive,
qui est revenir à du Made in Kabila qu'on avait vécu plusieurs fois, où on voit les gens revenir. Ceux-là qui nous ont tués à Goma, ce sont ceux-là même qui venaient encore nous diriger, on les appelait son excellence. Vous voyez, les gens ne veulent plus vivre cette situation. Voilà, merci Patrick Bala, le souhait, espérons que l'espoir est permis. L'espoir est permis, voilà. Alors Mathieu Stakiza, en retard, un grand Madame retard. Atouka, vous savez, c'est avec le temps qu'on construit en tant que gestionnaire. Je m'excuse, mais ce sont des logiques de la République démocratique du Congo. Vous savez, pour se déplacer, j'ai quitté à 6 heures et quelques du métier ici. C'est tout un problème, mais nous devons améliorer. Il faut vraiment que ça change. Alors, je m'excuse à tous les gens qui nous suivent et à vous-même, à l'équipe, parce que ce n'est pas tous les jours. Et je salue aussi le co-débatteur parce qu'il faut respecter les uns les autres. Voilà, alors vous entrez, on est obligé de revenir sur les sujets déjà abordés, notamment la décision du président du CESAC par rapport de ne pas faire les médias, de parler de l'ancien président. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision? Parce que Patrick Bala salue cette décision. Vous savez, la communication a toujours été régulée dans tous les États. Nous sommes un pays où la communication doit être l'information. Vous êtes journaliste, des formations et des professions. On prend l'information, on le traite et on s'en sert aussi. Il n'y a pas un État qui est rideau vide. C'est vrai que nous sommes dans un système libéral aujourd'hui avec les médias sociaux. La façon qu'on amène aussi n'est pas comme les autres États. Je crois qu'il faut le professionnel médiatique, le monde de la communication et démocratique du Congo. Le vrai problème est qu'il n'y a pas vraiment des éléments économiques. On ne les a pas fait un secteur économique. Il faut maintenant réguler parce que le média est financé par la publicité. Et vous n'êtes pas censé ignorer que depuis les années 72, l'économie congolaise, aujourd'hui, nous avons de vrais problèmes. L'informel a gagné du terrain. Les 3/4 des entreprises ne comprennent même pas l'importance de la publicité. Ce n'est pas uniquement le problème de diffuser le message, c'est aussi le problème de financer le média. Donc il faut vraiment qu'on essaye de mettre dans la tête des Congolais ou des patrons des chaînes et même une politique claire pour le financement des médias, parce que le média public est financé par le revanche téléviseur. Mais le média privé, c'est la publicité, mais la publicité est absente. Et aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, tout le monde diffuse ces médias sociaux. Mais il faut qu'au niveau de la République démocratique du Congo, les décideurs administratifs, politiques, financiers puissent travailler avec le professionnel sectoriel. Ce sera déjà quelque chose d'important pour que nous puissions avancer. C'est-à-dire quoi? Vous appuyez également cette décision? Non, mais certains disent que c'est une entrave à la liberté d'expression. Non, la liberté d'expression est contrôlée. Il n'y a aucune nation dans le monde où on laisse la communication passoire. Ça existe. Mais ce que je dirais à M. Bosembe, il ne faut pas que ça limite uniquement à dire voilà, diffusion, mais il faut penser maintenant comment faire des médias forts en République démocratique du Congo. Parce qu'une nation, pour se développer, il faut une communication. Et une communication, il faut avoir des moyens de financer la communication. Le média public est financé, mais le média privé n'est pas financé. Parce que les entreprises audiovisuelles en République démocratique du Congo ont des difficultés d'avoir des ressources. Maintenant, il faut qu'on pense comment financer le média de la République démocratique du Congo. Vous savez que le média économique est absent. Et pourtant, nous avons des sérieux problèmes économiques en République démocratique du Congo. Moi-même qui dis, et ça fait 6 ans que je suis en République démocratique du Congo, on parle pas des problématiques de l'économie. Le taux de chômage des Congolais, l'inflation sur tous les secteurs, par exemple le transport, l'inflation dans le logement, l'inflation dans la consommation courante, l'absence de crédit dans les... Ça, c'est... Il faut maintenant, pour que le média s'intéresse à la communication économique, il faut que le média puisse avoir aussi ce qu'on appelle les annonceurs. Les annonceurs aujourd'hui sont absents. Il faut que nous puissions éradiquer l'économie informelle pour que l'entreprise audiovisuelle congolaise soit, parce que sans communication, aucun État peut se développer. C'est-à-dire quoi? Vous voulez dire qu'au lieu de tellement d'interdictions, il faut aussi soutenir ces médias privés? Il faut accompagner, il faut réguler, il faut accompagner, il faut créer un média libre et des médias puissants. Vous savez que les médias puissants, prenons le cas de la République française, la plupart des grands médias qui sont à la presse en ligne ou la presse écrite ou la presse audiovisuelle, les actionnaires, ce sont des industriels. Ce sont des gens qui ont des grands groupes économiques. Malheureusement, les médias congolais aujourd'hui, la plupart des patrons de presse, ce ne sont pas les industriels. Et cela fait que le média congolais est parmi les médias faibles économiquement. Il faut maintenant, au lieu que ça reste uniquement les interdictions pour diffuser, ainsi de suite, je dirais à M. Bosembe et le patron de la communication démocratique du Congo de travailler pour que nous puissions avoir des entreprises audiovisuelles
indépendant économiquement pour que nous puissions avoir une communication réelle. Merci Mathieu Takizale. Alors l'élection de la RDC comme membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, comment vous l'avez accueilli? Vous savez, la RDC est parmi les grands États qui ont composé cette institution de 45. Et puis c'est le premier démographie de l'espace francophone. Il n'y a pas un pays qui a plus des hommes dans l'espace francophone que la RDC. Donc logiquement, ce qui a fait que dans le Conseil des Nations, la RDC ne pèse pas, c'est l'absence d'un lobby économique. À un potentiel, la RDC a des ressources, mais en économie réelle, la RDC est faible. Il faut qu'aujourd'hui, une nation forte, c'est une économie forte. Une nation forte, c'est un marché fort. Il faut qu'aujourd'hui, à niveau de la République démocratique du Congo, nous pouvons qu'encourager, c'est déjà un bon geste, mais il ne faut pas que ça limite uniquement de cette nomination de la RDC au niveau des Nations Unies. Il faut que la RDC revienne une nation économiquement prospère pour que les belligérants à l'international puissent respecter la République démocratique du Congo, le pays de Lumbumba. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas assez de patrons, même en tant qu'entrepreneur, en République démocratique du Congo. Il faut qu'on finance l'économie congolaise. Elle n'est pas financée. Donc, si on finance l'économie congolaise, vous allez voir que, même au niveau de la Nations Unies, la RDC va peser. Mais si on va aller à un État avec un taux de chômage qui est immisérable, automatiquement, les autres trouveront que ce n'est pas un marché. Et c'est un pays qui se recherche économiquement. Il faut qu'aujourd'hui, la diplomatie va avec l'économie, madame. La diplomatie, si vous êtes une nation qui veut se respecter, il faut une économie prospère. Et vous savez qu'en ce moment, la plupart des États du Sud, le Gabon vient de faire manganèse. Le manganèse est parmi les matières premières qui fait que l'industrie automobile prospère et même l'industrie de la construction. Ils veulent plus que ça parte en briques, mais ils veulent que ça soit transformé localement. La RDC en potentiel des ressources minières, elle est forte, mais sauf qu'il n'a pas de financement pour financer les entreprises et dans le secteur. Il faut que la RDC repositionne du point de vue de l'économie. Parce que ce qui fait la grande difficulté de la République démocratique du Congo, c'est une économie qui est faible. Merci Mathieu Takiza. Alors, parlons justice à présent avec la première audition du ministre Moutamba, le ministre de la Justice, entendu par la justice, ce qu'écrit certains médias. Alors, votre réaction, est-ce que beaucoup l'attendaient, n'est pas ressortir en homme libre, hein? Il en est sorti, il y a un rendez-vous pour le vendredi. Patrick Ballard. C'est comme je l'ai dit la fois passée, bravo à la justice. Mais que ce soit une justice qui n'est plus malade. J'insiste sur ça. Si c'est une justice à la politique, on est désolé. Nous aimerions que ce soit l'occasion où la justice va dire le droit. Il ne suffit pas, parce qu'il faut aider les téléspectateurs, l'émission aussi est à caractère pédagogique, il ne suffit pas que quelqu'un soit interpellé pour qu'il soit d'office condamné. Ça, c'est notre culture. Quand quelqu'un est appelé, interpellé devant la justice ou les cours des tribunaux, les parquets plutôt, d'office, les gens se disent « Bakangiye ». Il faut que les gens sachent que quelqu'un est interpellé pour permettre aux officiers de justice de vérifier les faits pour lesquels le monsieur est accusé. Jusque-là, il n'est pas inculpé. Et je vous ai dit, Moutamba jouit de la présomption d'innocence. Et il faut noter que l'arrestation est une exception. Et la liberté, elle est générale, et de d'autres générales. Jusqu'à ce qu'on établisse la culpabilité de l'accusé, c'est en ce moment-là qu'il peut être sanctionné par nos lois. Moi, j'aimerais que la procédure soit pédagogique, dès qu'on a commencé avec la demande de l'autorisation de poursuite, parce qu'il faut éclairer les gens, un ministre n'a pas d'immunité. Le ministre jouit de privilèges de juridiction et jouit de privilèges de poursuite. Alors, pour le poursuivre, on ne peut pas le poursuivre n'importe comment, parce qu'il a été investi par l'Assemblée nationale. On passe par l'Assemblée nationale pour que l'Assemblée nationale donne l'autorisation de poursuite. Il est allé en homme libre. Il ne se reproche encore de rien. C'est l'officier de justice ou le procureur qui est en train de suivre de près. En l'appelant, il a des éléments, peut-être contraires. Monsieur Moutamba va présenter ces éléments de défense.
C'est à la fin qu'il y aura une conclusion si on va fixer le dossier devant la Cour. Et notre rendez-vous, c'est pour le vendredi. Mais bien avant, Patrick Bala, le week-end, le chef de l'État avait reçu notamment Moutamba et les autres convocations de garde de Sceaux, hein, et les autres corps de la magistrature. Hein, ils étaient là, ils ont été reçus. Est-ce que cette rencontre n'a pas d'influence sur ces auditions? Parce que les gens attendaient. Non, si la rencontre a d'influence sur l'audition, en ce moment-là, on s'attend à une parodie de justice. Il y a séparation de pouvoir. Hein? Ouais, c'est ça. J'ai dit si. J'ai mis un si. Ouais. Si, c'est dans ce sens, il y aura parodie de justice. Mais si, peut-être c'était appeler les gens pour leur faire voir que c'est vous qui prêchez justice, c'est vous qui faites voir aux autres qu'il faut que la justice aille, soyez un modèle. Par exemple, il peut l'avoir interpellé pour les invectives. Vous avez suivi Moutamba dans les réseaux sociaux. Mais il est quand même pas. Peut-être ce sont ces conseils qu'on lui a donnés. Peut-être. Vous qui voulez donner un modèle à la justice, vous qui prétendez être président de la République demain, si aujourd'hui dans des petites choses vous n'êtes pas fidèle, dans les grandes on n'attend rien de vous. Je pense qu'on l'a recadré par le chef. Pour se dire, tu dois te soumettre. Tu ne dois pas créer de faire. Tu t'élances des ambitions que je risque d'appeler de prétention aujourd'hui, pour devenir tel, mais il faudrait qu'on te juge déjà dès les faibles choses. Alors, il faut éduquer la population, leur dire qu'un ministre peut être traîné devant la justice, un président de la République, parce que la Constitution reconnaît son juge naturel, parce qu'il n'y a aucun monsieur qui n'a pas de juge naturel, que tu dois répondre devant le président de la République, répondre devant la Cour constitutionnelle quand on déclenche la procédure de destitution. C'est constitutionnel, ça existe. Il faut qu'on éduque. Mais toi, ministre de la Justice, au lieu de permettre que cette justice que tu veux sauver reflète l'image de la bassesse ou des caniveaux de bas de pâquerette, vous-même, vous vous mettez en porte-à-faux contre votre propre justice que vous êtes en train. Je pense que c'est dans ce sens que le président devait recadrage. En tout cas, c'est toi qui c'est simple. Cette rencontre du week-end, hein, avec le corps couronné de la magistrature et les ministres d'État, avec les chefs de l'État, parce qu'on l'a vu hier après son audition, même à l'entrée, il était vraiment ovationné. Il sort avec le triomphalisme. Il est comme s'il est sûr de lui. C'est-à-dire que ces dossiers-là, c'est déjà. C'était pas pour taire cette affaire. Non, moi je crois que si nous voulons faire avancer une collectif, nous devons être humbles dans les espaces publics. Le problème en est qu'au niveau de l'Afrique francophone, parce que c'est une maladie qui est au niveau de l'Afrique francophone, lorsque on est responsable, on n'arrive pas à comprendre que c'est une gravité, c'est une charge. Ça devient comme les gens qui sont déjà arrivés au niveau de tout. Et je pense que la justice, c'est la première institution où tout le monde doit le respecter. Que ce soit les fonctions des uns et des autres dans la République. Lorsqu'on vous convoque, qui ce soit le grade, on doit donner le pouvoir dans cette institution. Il faut que nos sympathisants comprennent que lorsqu'on invite un responsable devant les institutions, ça ne sert à rien d'aller devant les institutions judiciaires. Vous savez, il n'y a pas longtemps, le président Sarkozy a été confronté à la justice. Et on a vu le président Jacques Chirac, pareil. Est-ce que vous avez vu le militant des RPR aller accompagner le président de la République française au niveau du tribunal? C'est ça le bas blesse de la société moderne congolaise. Donc, il faut que les gens comprennent ça. Les gens doivent comprendre que l'institution justice, c'est ce qui incarne le progrès dans toutes les sociétés modernes. Et on va en justice en position d'humidité. C'est comme ceux qui ont été chrétiens, lorsqu'on allait chez le prêtre, on n'allait pas avec des grades. Hein. Ceux qui parlent chez notre père spirituel des Kimbanguistes, on enlève le chaussure, non? Pourquoi on enlève le chaussure? C'est le symbolique. C'est cette humilité de comprendre que voilà, on m'a appelé, c'est qu'il y a quelque chose, mais comme
co-débatteur disait tout à l'heure, les gens doivent savoir que citer le nom de quelqu'un sur un dossier, ça ne dit pas qu'il est inculpé directement, non. Il y a ce qu'on appelle présomption d'innocence aussi qui existe. Nous devons respecter ça. Parce que le problème de la justice, tout le monde devient expert là-dedans. Évitons d'être gnosologues. Logiquement, dans le problème juridique, c'est le procureur de la République ou le magistrat qui doit prendre la parole dans les espaces publics. Vous savez, au Congo, on est expert dans tout. Moi, je ne suis pas expert dans le domaine juridique, je suis expert dans le domaine économique. Donc, il faut que ceux qui sont détenteurs de pouvoir public, lorsqu'une autre institution vous appelle, il faut respecter l'autre institution, éviter d'aller avec les sympathisants. Ça ne sert à rien. Et je demande aux supporters et aux sympathisants de respecter chaque institution. C'est très très important. Ça va aider la grandeur de cette grande république de Lumbumba, au lien qu'à chaque fois, moi, Macheta Kizala, chef d'entreprise, on m'a convoqué et je prends tous mes collaborateurs, ils vont faire quoi? Devant les tribunaux, on part avec les conseils. Ça veut dire que les avocats, ils sont là, ils peuvent vous assister. Ils assistent devant le parquet. C'est dans le tribunal que l'avocat peut prendre des paroles. Mais lorsqu'il est devant le magistrat, il ne prend pas parole, il assiste. Mais malheureusement, chez nous, ça devient, lorsqu'on appelle quelqu'un, on voit les gens arrivent, tout ça. Non, ce n'est pas une match de football. Ce n'est pas une match de football devant le juge ou le procureur ou le magistrat. Mais il faut que nous donnons le béquille à la magistrature. La magistrature doit faire son travail. C'est aussi le moyen, parce que le vrai problème de la démocratie du Congo, il n'y a pas assez de Congolais qui contribuent, il n'y a pas assez de Congolais qui travaillent. Le financement pour les institutions utiles comme la justice est fait, mais je crois dans les jours à venir, il faut faire un plan de redressement économique de la démocratie du Congo pour qu'on puisse avoir plus de gens qui travaillent, pour que les institutions comme la magistrature puissent être financées à l'auteur des enjeux et tout le monde doit être devant la justice humble. Il faut l'humilité dans les espaces publics. Alors, un autre rendez-vous, c'est pour le vendredi. C'est logique. Le vendredi, il y a Conseil des ministres. Hein. Il n'y a pas un problème. Il va aller à la justice. Je crois que M. Moutamba, M. le ministre d'État, c'est aussi quelqu'un qui travaille dans le secteur de la magistrature, le secteur de la justice. Et il était accompagné hier avec ses conseils. Peut-être qu'il peut être représenté par ses conseils, c'est logique. Le premier, il est allé. Mais rien ne va empêcher que le procédure continue. Mais évitons d'être à la place du procureur ou des magistrats. Parce que les Congolais sont devenus le procureur et le magistrat. Lorsqu'on cite le nom de quelqu'un, on commence déjà à le condamner, on commence déjà à faire... Justement, par rapport à ça, hier, lors du briefing presse, le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication et des Médias a soulevé ce point au sujet des alertes ces derniers jours, hein, le détournement de fonds publics. Il dit que c'est plus orchestré dans le but de nuire. C'est devenu comme ça, en but de discréditer certaines personnes. Ben voilà. Bon, vous savez, à quoi sert de faire ça? Parce que nous avons besoin aujourd'hui que la lettre de noblesse de la République démocratique du Congo retourne. Et si on va continuer toujours à sortir ces messages devant l'espace public, on va se fragiliser. Hein, nous avons besoin d'investisseurs, nous avons besoin des partenaires. Il faut que de temps en temps, ces gens qui seront hors la loi, d'abord il faut le punir sévèrement. S'ils avaient acheté des immeubles, il faut confisquer les immeubles. C'est clair et net. Retourner l'argent. Retourner l'argent sur le trésor public, c'est normal. Il faut aujourd'hui les déclarations de biens soient dans les espaces publics. Parce que ça devient comme un jeu. Quand on vous nomme, on doit savoir vous avez combien de motos, combien de vaches, combien ainsi de suite, et quelle est la rémunération. C'est clair et net. Il faut que les gens comprennent que les engagements publics, on ne badine pas avec. Et celui qui va tomber dans le filet, interdit à vie, depuis prendre le mandat public dans les espaces publics. Il faut condamner les gens dans ce genre de symboles et les gens vont avoir peur. Vous savez pourquoi les automobilistes dans des pays comme la France ont peur des gendarmes? Parce que lorsque vous violez, il y a des sanctions. Ça fait mal aussi dans le portefeuille. Vous comprenez? Donc les amendes. Et il faut qu'ils tirent des amendes, retournent à la République démocratique du Congo. Et la plupart des officiels doivent commencer aussi à payer les impôts. Parce que l'impôt, c'est aussi ce qui justifie. Avant de nommer quelqu'un, on contrôle un peu ce qu'il avait payé des impôts les 10 dernières années. Parce que les nominations chez nous, ça reste uniquement la lettre de noblesse des diplômes. L'expertise des diplômes, et il faut être aussi modèle dans la société. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, c'est comme si être modèle, c'est un péché. Il faut être modèle. Et moi, j'ai des interdits dans la vie. Vous m'appelez ici, il y a des milliers de Congolais qui ont plus d'expertise que moi, mais quand vous m'appelez,
ça nous responsabilise encore de plus en plus. Et il ne faut pas que ça devienne comme un jet de foire. Voilà, merci Mathieu Takizala. Alors, puisque le sujet est encore d'actualité, j'aimerais qu'on puisse atterrir là-dessus. C'est la sortie médiatique de Fayoulou qui a demandé et qui dit vouloir voir le chef de l'État. Et le chef de l'État aussi a répondu à travers sa porte-parole à ce sujet. Comment vous voyez la suite? Il y aura un gouvernement, il y aura des premiers ministres, les partages des gâteaux, comment? Merci madame pour la question. Peut-être une virgule, hein, je rejoins monsieur Mathieu Takizala. Quand vous dites que le ministre de la Communication a dit qu'on orchestre des choses pour salir les autres, c'est pourquoi j'ai dit le mal du Congo, on a des communications en réplique, toujours en retard. C'est-à-dire quoi? Les chiffres qu'on donne, ils correspondent aux chiffres qui sont au gouvernement. Qui fait sortir ces chiffres? Qui orchestre? Si demain vous parvenez à nous faire voir, voici les gens qui orchestrent. Depuis qu'on avait commencé, on ne fait qu'orchestrer sans avoir les agents de cet orchestre. On ne fait qu'orchestrer, on fait qu'orchestrer, on fait qu'orchestrer. Finalement, je prends les cas de notre compatriote Nicolas Kazadi. On a dit c'était un père de famille, il a des enfants, il y avait tout ça. Mais aujourd'hui, Nicolas Kazadi vous met en porte-à-faux. Il vous dit, on distribue. Le père de famille là. C'est dire, il faut souvent agir en amont qu'en aval. C'est-à-dire? Il faut toujours anticiper les événements. S'il y a eu orchestration sur, qu'avez-vous fait pour qu'il n'y ait pas d'orchestration sur les autres? C'est ça la responsabilité étatique. Sinon, nous resterons toujours dans cette philosophie d'accusation. C'est elle, mais vous oubliez quand que vous pointez quelqu'un d'un seul doigt, les quatre retournent contre vous-même. Il faut qu'il y ait de l'anticipation. Qu'on nous amène ceux-là qui orchestrent, mais qui sont déférés devant les cours et tribunaux. Ou bien ce sont des gens qui ont orchestré de manière imaginaire. La réponse est non, parce que les données viennent du gouvernement, qui font fuiter. Vous vous rappelez au début du mandat du président de la République Tshisekedi, il y avait des décisions qui étaient déjà dans la population avant qu'elles s'assoient publiées. On a dit ça fuite, mais on n'a arrêté personne. On n'a poursuivi personne. On a divulgué des secrets d'État avant. Mais personne n'a été arrêté. Ça, c'est une faiblesse. Vous comprenez? C'est dire, s'il y a ce problème, je pense que le ministre ne devait pas répondre de cette manière. Le ministre devait dire, laissons la justice faire son travail. C'est à la justice de dire qu'on a orchestré ou pas, l'autre est innocent ou pas. C'est à la justice. Qu'on se laisse. Ce n'est pas pour un cas, hein, c'est de façon générale. Non, général, mais quand c'est général, madame. On profite, hein, pour tout à dire, fait, madame. On a accusé tel ministre, ben voilà, l'autre là aussi, peut-être pour nuire, quelqu'un qu'on n'aime pas. Est-ce qu'on crée parce que le prochain tour, c'est soi-même? C'est ça le problème. On a orchestré contre Takizala. Qui a orchestré? Voilà le sens de responsabilité. Qui a orchestré? Moi, j'aimerais que le procureur général aussi appelle Moutamba, et plutôt Mouyaya, qui a orchestré. Parce que vous nous avez laissé. Non, c'était une question posée. Voilà. Non. À une question posée, il y a une réponse. Il a donné une réponse précise. Parce que c'est devenu de manière répétitive. C'est-à-dire, il y a des gens qui orchestrent chaque fois pour salir la République et les institutions. Et vous les laissez. Ce n'est pas anodin, madame. Nous parlons République, nous ne parlons pas de kiosque. C'est le Congo, c'est l'image du Congo qui est salie. Alors, quand vous apportez des réponses faibles, peut-être imaginaires, ça nous salit nous tous. Merci. Et demain, ça sera orchestré. Parlons Fayoulou. Ouais. Moi, je me dis, je réponds en deux volets. Premier volet, c'est dire, il a fait preuve de patriotisme. Preuve d'homme d'État. C'est dire, à un certain moment, il s'est départi de sa casquette d'opposant. Quand vous avez suivi son discours. C'est dire, Fayoulou a découvert quelque chose. N'oubliez pas, je crois que c'est en avril, qu'il était signataire d'une déclaration avec Kabila et les autres.
Moi, j'ai compris Fayoulou, entre les lignes, c'est dire il vient de découvrir dans quoi il était mené sans comprendre. D'accord, on va attaquer nous tous opposants. Pourtant, c'était dans un piège, et le piège du représentant de Kagame en RDC. Mais il y a quelques jours, il avait dénoncé un complot, un deal entre Félix Tshisekedi et l'ancien président. Non, tout à fait. C'est-à-dire, il a vu que... C'est dire, il ne là où comprenait il avait rien. signé le communiqué, on a cherché à les duper. Il ne comprenait rien. Il vient de découvrir des choses. Il vient de comprendre. Ouais, quand s'attaquer à Nang, c'était direct. Hein? Pour dire de manière indirecte que vous m'avez menti. Nzoka Bozana, Likopa Boy. Il a dit à Kabila, non, quitte Goma, il le chasse. Il ne savait pas que Kabila est les patrons des M23. Donc il vient de comprendre. Moi, je trouve que c'est quelqu'un qui a eu plusieurs éléments maintenant, surtout d'ordre sécuritaire, historique, profondeur à ma soul. Mais vous ne voyez pas que le vrai erreur que la République démocratique du Congo a fait, et que, pourquoi on a fait des élections intermédiaires? On a fait les élections intermédiaires pour que et les opposants et ceux qui sont du côté majoritaire puissent se retrouver dans les institutions, dans les administrations. Parce que quand quelqu'un a une responsabilité étatique, logiquement, il a une gravité. Mais malheureusement, la République démocratique du Congo, depuis presque Belle-Roth, on laisse les opposants pendant 60 mois sans responsabilité. Ça aussi, c'est un danger pour la République. Je crois que dans les jours à venir, il faut faire de sorte que... Nous avons 24 communes aujourd'hui dans la ville de Kinshasa, mais tous sont gérés du même bloc. Les compétitions, il faut vraiment une concurrence de gestion pour que quand les gens viennent dans les espaces publics, les débats ne soient pas de type de campagne, mais ce soit des débats de gestion. Vous êtes à Maluku, qu'est-ce que vous faites là-bas en matière d'éducation nationale? Vous êtes à Goma, qu'est-ce que vous faites, ainsi de suite. C'est ça le vrai problème. Parce que et les opposants et ceux qui sont dans le pouvoir, ce sont des Congolais. Normalement, ce sont des hommes d'État, ils doivent maintenant aller dans des questions de l'heure, de la société. Mais malheureusement, vous ne voyez pas qu'on frôle uniquement. Moi, j'ai toujours dit, à la République démocratique du Congo, la campagne est de 60 mois. Mais les sujets fondamentaux ne sont pas évoqués. On parle pas des problèmes de l'hospitalisation à la République démocratique du Congo. C'est ce que les politiques doivent commencer à évoquer. On ne parle pas du chômage des gens en République démocratique du Congo. Et même le problème des transports en République démocratique. Pourquoi? Parce que les uns n'ont pas la gestion courante. Les autres sont dans la gestion courante. Et du point de vue technique, les choses nous échappent. Ce ne sont pas des ennemis, ce sont des adversaires. Et quand vous êtes adversaire, vous devez se composer autour des enjeux de la République démocratique du Congo. Le problème sécuritaire, oui, nous en avons. Mais la sécurité, c'est global, non? C'est dans la globalité. Il y a l'insécurité alimentaire, il y a l'insécurité d'ordre de logement, il y a l'insécurité d'ordre de l'emploi, il y a tout ça, ainsi de suite. Mais ces choses-là doivent être évoquées et chiffrées sur tous les camps de la République démocratique du Congo. Les alternatives, ceux qui sont dans l'opposition, ils doivent proposer les alternatives. Si on parle par exemple 100 jours, on l'a évoqué, la fiscalité, ça a apporté combien d'emplois, tout ça. Ils devaient rencontrer les gens dans ce genre de terrain. Mais malheureusement, vous voyez, ah non, mais incompétents, tout ça, ainsi de suite. C'est ce que nous disons. C'est les autres, non, mais ils sont faibles. Non, ce n'est pas ça qui va créer la République. La République, c'est l'expertise. Les uns et les autres doivent comprendre que nous sommes dans un terrain suicidaire. Il faut revenir de plus en plus républicain dans la République démocratique du Congo. Les élections intermédiaires doivent être partagées. Ça veut dire que nous devons avoir aussi les bourgmestres d'opposition parce qu'ils ne viennent pas uniquement à critiquer, mais ils doivent aussi proposer. Rendre compte aussi. Voilà. Ben oui, leurs comptes, ils doivent rendre compte. Aujourd'hui, nous avons combien de régions? 26 régions. Tous sont du côté... il faut quand même quelques régions que les opposants ont gagnées. C'est là où on doit voir qu'ils doivent se préparer aussi à gérer la République un jour. Si ils se retrouvent directement avec le pouvoir, automatiquement, ils vont commencer à... Répétons pas les erreurs. Je crois qu'aujourd'hui, les politiques doivent aussi s'associer avec les autres acteurs, surtout le monde de l'économie. Le mal de la société congolaise, aujourd'hui, les politiques, qui soient du pouvoir, qui soient ceux qui sont en opposition, autour d'eux, c'est uniquement les sympathisants. Ils doivent s'entourer aussi avec les experts. Vous parlez de la communication. La communication, normalement, quand vous êtes responsable, vous devez avoir un communicant autour de vous. Tous les mots, tous les gestes, ils doivent être regardés avant de mettre dans les espaces publics. Mais vous voyez aujourd'hui, la plupart des communicants ne sont pas autour des responsables. Donc, il faut vraiment que les politiciens comprennent que nous avons perdu beaucoup de temps. Nous sommes au mois de juin. Le 30 juin, ça sera 65 ans, donc la moitié d'un siècle.
la moitié d'un siècle, on doit faire évoluer, Madame Zizel, la société congolaise. Ce ne sont pas des ennemis. Il faut que les sympathisants des camps politiques comprennent qu'ils sont adversaires. Parce que la politique, ça devient comme un jeu d'ennemis à la démocratie du Congo. Ils sont adversaires. Mais moi, je pense que le fondamental, si ce que vous dites est bon, c'est que vous dites est bon, mais le fondamental qu'on doit se poser, est-ce que nous avons des hommes d'État en RDC? C'est la crise d'hommes d'État qui nous amène à ça. Mais qu'est-ce qui fait On a des politiciens. Parce que ceux-là qui sont au pouvoir et ceux-là qui sont dans l'opposition se ressemblent. Moi, je dis jamais les oiseaux du même plumage. Moi, j'ai dit le plumage du même oiseau. Il suffit qu'il soit à gauche, c'est le même oiseau. Qu'il soit à droite, c'est le même oiseau. C'est dire, le sens, la notion de la politique n'est pas intériorisée par ceux-là qui prétendent prendre la sphère politique en RDC. Si on a la notion de la gestion d'un État, on ne peut pas vivre ce que nous sommes en train de vivre. Vous vous plaignez, c'est parce qu'il y a une médiocrité dans la gestion de la chose étatique. Ceux-là qui entrent en politique, ils viennent d'où? De cette société malade. Ils font le mal. Qu'est-ce que nous faisons? Nous les applaudissons, nous les appelons grands maîtres, grands prêtres, Yondé. Donc le problème, il est d'abord global, il est d'abord sociétal. Pendant 60 ans, on a chosifié le Congolais et on a créé une classe que j'appelle d'oligarchie, où ce sont les mêmes qui gèrent ce pays depuis 1960. Si ce ne sont pas ceux-là qui étaient en 1960, c'est leurs fils, c'est leurs petits-fils. Et c'est continuel. Mais le Congolais n'a pas encore vu ça. Mais parce que la politique, l'ADN, quoi, c'est les classes sociales. Qui peut être aujourd'hui de gauche, on sait. Qui peut être de droite, on sait. Mais si le marché du travail n'est pas solvable, les uns et les autres sont au chômage, comment les inspirations des idéologies politiques... Vous parlez de marché de travail. Est-ce que les politiques en ont? C'est ça que j'appelle homme d'État. Au Congo, on fait que satisfaire les besoins au lieu de résoudre les problèmes. Il faut résoudre le problème que nous avons. Regardez un cas banal qu'on a la plupart de ce temps ici. Comment nous gérons le problème embouteillage? Père et impair. Et puis la décision saute. Vous sentez que c'est une décision irréfléchie. Pourquoi nos dirigeants ont dit que le peuple a les dirigeants qu'il mérite? Parce que nos dirigeants viennent de la société. Donc, nous pensons, avec le système politique, pas c'est ça le nœud, c'est le système politique qui produit les dirigeants. Pour être député, voici. Pour être président, voici. Si le système politique est le même, où en 2028 on aura 3000 partis politiques, parce que je veux me positionner, c'est ça notre malheur. Mais si on a des hommes d'État qui ont votre réflexion, l'économie ne peut jamais réussir si la politique n'a pas de tenue. Vous, économistes, vous dites, faites-moi de la bonne politique, je vous ferai de la bonne économie. Mais si les politiques sont dans des cavales depuis des siècles et des années, quels résultats vous attendez sur le plan politique? Quels résultats vous attendez sur le plan administratif? Quels résultats vous attendez sur le plan sécuritaire? Tout ça. Donc vous comprenez un peu. Donc notre mal d'abord c'est nous-mêmes. L'ennemi du Congo c'est le Congolais lui-même. C'est commençant par ses dirigeants. On ne sait pas, vous et moi, pour être président de la République, mais je n'ai pas de réponse. C'est pourquoi moi j'ai aimé par exemple Angela Merkel. Elle dit, j'étais dans l'opposition, parce que pour Angela Merkel, l'opposition, c'est l'alternative, comme vous l'avez dit. C'est l'alternative. C'est l'alternative de la gestion. C'est-à-dire, là encore, on pouvait faire ça. Mais, et nos opposants, et ceux qui sont au pouvoir, n'ont ni proposition ni alternative. Rien n'est mesuré, rien n'est calculé. Vous faites vos calculs de projection sur base de quelles statistiques? L'économie ne peut pas marcher sans statistiques. Angela Merkel dit, quand j'ai pris le pouvoir, je n'ai pas cherché des solutions, j'ai apporté des solutions. C'est-à-dire, quand elle était dans l'opposition, elle voyait certaines failles, elle avait des propositions à faire, et quand elle est venue, elle a résolu ce problème. Mais ce n'est pas ça au Congo, parce qu'il y a une crise profonde. D'hommes d'État, on n'a que des politiciens et des politiques ailleurs. Donc, les gens viennent avec le vide. C'est pourquoi on est dans la politique de ôte-toi que j'y m'y mette, le pouvoir pour le pouvoir. Alors, et quand vous y êtes, on ne sait pas résoudre le problème. On ne sait pas résoudre le problème. Mobutu était mauvais. Mobutu est parti. Et non, commençons. Kasavubu. Mobutu vient.
il est parti. Mouzé vient, nous l'abattons. Joseph Yebela, il est parti. Aujourd'hui, c'est Tshisekedi Akende. Est-ce qu'on n'a pas pris le temps de réfléchir? Est-ce que ce sont les individus qui posent problème? Ou c'est la société qui est totalement malade? Parce que quand les gens partent, Mobutu part, on entre dans le pire. Mouzé part, on entre dans le pire. Et le pire n'est fait. Et c'est Félix Tshisekedi qui est là. 37 ans de lutte. Voici les réponses. Voici les résultats. Il y a un problème profond au Congo. Alors comment résoudre? Cherchons ce Congo que nous devons asseoir pour avoir cette économie, pour avoir un système éducatif productif, parce qu'on a un système éducatif obsolète et inutile. C'est un système de diplômes. On a trop de diplômés, zéro intellectuel en RDC. Mobutu vous dit, après moi, c'est le déluge. Qui a eu le temps de réfléchir sur le déluge? Personne. Parce qu'il n'y a que des diplômés. Mais s'il y avait des intellectuels, et politiques intellectuels, assis, quand je dis intellectuel, c'est-à-dire quelqu'un qui a la capacité de faire fonctionner son Internet afin d'apporter des solutions aux problèmes de la société. Intellectuel, ça ne signifie pas celui qui a un papier. Comment vous pouvez résoudre le problème de votre société? Lui a de la magie. Il s'est dit, dans mon secteur, on peut faire ça, ça, ça. Je suis au pouvoir. Ah, en économie. Non, non, Mathieu Takizala vient. Mais moi, j'appelle qui? Ton frère. Mes concubines, mes copines. C'est ce qu'on est en train de vivre. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le sens de l'État. Un homme de l'État, c'est celui qui a le sens de l'État. Il a l'altruisme et vient travailler pour les autres, pas pour lui. Comment on va vivre dans une société où le pouvoir est comme une chance et le copamba? Tout le monde maintenant se bat pour être politique. Parce que c'est la politique qui fournit. Mais c'est l'inverse des valeurs. Ailleurs, la politique, c'est la sphère des nobles. C'est l'apostolat. Il nous faut un nouveau système politique. Bientôt vous proposer. Laquelle? Je vais vous le donner bientôt. Bientôt. On va imprimer ça. Ouais. Vous l'aurez. C'est juste un texte. C'est ça la profondeur de notre nation. Dernière prise de parole. En tout cas, vous savez, le Congo, tous les déficits de la République démocratique du Congo, ça devait être des opportunités. Mon compatriote a parlé des systèmes de transport. Logiquement, on ne peut plus continuer une grande république comme la République démocratique du Congo et de ne pas avoir les professionnels sectoriels. On a fait presque Kinshasa, depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui, le transport en commun est uniquement par l'informel. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a même pas un texte de loi qui essaie de réguler ce secteur. Parce que le vrai problème, on ne peut pas conjuguer le progrès avec l'informel. L'informel n'a pas de règles. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Et c'est pour ça, dans les autres sillons, les acteurs politiques, ce sont des experts sectoriels. Vous allez voir, messieurs éducation, messieurs transport, messieurs économie, messieurs ainsi de suite. Ces experts-là, même ils arrivent aux affaires, ils connaissent déjà le secteur et dans son domaine. On peut permettre que nous puissions avancer. Et quand vous arrivez sur les affaires, quand vous n'avez pas messieurs économie, mais vous avez un compatriote estimé qu'il peut apporter des éléments sur le point de vue de ce secteur, il faut faire un monitoring pour que qu'on puisse avancer. Parce qu'aujourd'hui, l'intellect congolais, dites-moi, de 1960 jusqu'à aujourd'hui, on a absorbé quoi comme problème? Rien du tout. On nous a laissé chemin de fer, ça n'existe même plus. On nous a laissé le navire, ça n'existe même plus. On nous a laissé le logement social, hein, ça n'existe même plus. On nous a laissé, tout ce que nous a laissé, l'industrie de transformation, Bata. Aujourd'hui, Bata est encore là sur le boulevard qu'on appelle Congo-Japon. Ça existe encore? On nous a laissé l'unité industrielle, maintenant c'est l'unité doctorale. Bon, dites-moi, c'est ça le vrai problème. Des 65 ans qu'uniquement une seule université construite à l'époque même coloniale. Vous comprenez? Dans la ville de Kinshasa. Je crois que nous devons avancer. Et un homme qui veut avancer, il doit reconnaître des erreurs. Dans les espaces publics, si on ne reconnaît pas, les Américains disent, il ne faut pas perdurer dans l'erreur. L'échec est permis, mais il ne faut pas rester dans l'échec. Mais nous ici, on perdure dans les erreurs. C'est-à-dire que même les Congolais, vous savez, pour, madame, qu'on puisse vous recevoir dans le palais de la République ici en ville, bah, il faut être un flatteur. Est-ce que cette qualification flatteur, ça peut être conjugué dans des nations comme la nôtre? Mais quelqu'un, quand il dégage quand même des solutions, c'est lui-là, non, mais lui, croit, il est professeur de qui? Messieurs le dirigeant, l'urgence est en République démocratique du Congo. Je ne dis pas que moi, mais il y a des Congolais qui peuvent apporter des résolutions de nos problèmes. Il faut les appeler. Il faut discuter avec ces gens-là. On va jusqu'à où?
nous devons financer la guerre. Mais la guerre, il faut des moyens. Les Congolais ne travaillent pas. Comment on va faire? La politique, c'est aussi trouver des résolutions dans nos problèmes. La politique, c'est pas ouais, non. Donc, il faut qu'on avance. Mathieu Takizala, c'est par ces mots que nous mettons un terme à ce numéro des kiosques. Merci Patrick Bala. Merci madame. Merci Mathieu Takizala. Le plaisir est de m'écouter. Merci à l'équipe technique. Là, je vois derrière la caméra Georges Libengue. Bon retour après séjour de quelques jours à Brazzaville. Et merci au coach Doudou Montiri. Madame, monsieur, merci à vous qui aimez et suivez ce magazine kiosque. Je vous retrouve vendredi avec le même plaisir. Au revoir.